Et non, ce n'est pas le sifflement d'un train que vous venez d'entendre, mais plutôt celui du vélo-rail de Françoise et Bernard Magnoulou. Ces deux merveilleux fous du guidon qui viennent de parcourir sur une bien étrange bicyclette les voies de chemin de fer du Labrador au Canada. Du sud au nord, de Labrador City à Schefferville, quelques centaines de kilomètres pour démontrer que le vélo est un extraordinaire moyen de transport. Une idée saugrenue? Pas tout à fait, puisqu'il paraît qu'aux États-Unis, certains rachètent même de vieilles voies ferrées pour le seul plaisir d'y pédaler. Un vélo-rail, c'est avant tout un vélo normal, mais qu'on a adapté au rail de chemin de fer. Mais qui peut aussi bien rouler sur la route que sur la voie ferrée. Est-ce qu'on peut le décrire plus précisément? C'est-à-dire qu'il y a notre vélo-rail et puis il y a les autres. Alors le nôtre, comme vient de dire Françoise, c'est une spécificité du nôtre que d'être polyvalent, c'est-à-dire de rouler à la fois sur le rail et sur la route sans apport extérieur. C'est son originalité. Mais il y a d'autres vélo-rails, parce qu'il y a une longue histoire du vélo-rail. Les premiers vélo-rails sont apparus à la fin du 19e siècle, sont quasiment contemporains de l'invention du chemin de fer. Les premières inspections se faisaient à vélo-rail. Alors le vôtre a cette particularité, c'est d'être un tandem avec une petite remorque transformable. C'est ça. Pour qu'il soit polyvalent, il fallait sur la route transporter l'adaptateur en quelque sorte sans qu'il soit une charge. Alors la trouvaille du constructeur, la Randocycle, a été de concevoir un tandem avec remorque, dont la remorque, par un biais de... on déboulonne 2-3 petites choses et on les reboulonne ailleurs, ça se transforme en sidecar, c'est-à-dire en une partie qui s'appuie sur le deuxième rail. C'est ça, et les bagages qui sont dans la remorque jouent le rôle de contrepoids. Alors cet été, vous êtes parti au Labrador, c'est une région que vous connaissez déjà? Oui, l'an dernier, nous y étions allés avec nos vélos couchés. C'est-à-dire c'est des vélos où nous sommes assis comme sur un siège et on pédale les pieds en avant, le guidon se trouve sous le siège. Et nous avions traversé le Canada, le Labrador, depuis Montréal jusqu'à la nouvelle route, jusqu'à la ville de Goose Bay, par la nouvelle route justement qu'on appelle la Freedom Road, la route de la liberté. Goose Bay, pour les gens qui connaissent, c'est à l'extrémité est du Labrador, et c'était simplement une base aéronautique américaine, et les gens étaient un peu coincés là-bas. Oui, on ne pouvait y aller qu'en avion. Et donc là, récemment, ils ont ouvert une piste, et cette piste était ouverte depuis l'été dernier. Nous l'avons prise. Je pense que nous sommes les premiers à l'avoir prise en vélo. Et nous avons découvert effectivement le Labrador d'ouest en est. Et cette année, vous avez voulu aller plus loin? Cette année, c'était du sud au nord. Du sud au nord, et cette fois-ci donc en empruntant les rails. Voilà, l'idée, nous on est un peu des croisés du vélo. On veut démontrer que le vélo n'est pas du tout un engin de transport complètement démodé qui n'a plus d'utilité. Au contraire, le vélo peut aller, on vient de le démontrer, on essaie de le démontrer à chaque fois, on peut aller plus loin qu'avec d'autres moyens de transport et on peut absolument atteindre n'importe quelle destination. Alors la destination que nous voulions atteindre, c'est une ville qui s'appelle Schefferville, qui est donc l'extrême nord du Labrador. Et cette ville n'est normalement accessible qu'en chemin de fer. Donc en adaptant notre vélo au chemin de fer, on pouvait relier Montréal, c'est-à-dire n'importe quelle autre partie du Canada, à Schefferville entièrement à vélo. Bon, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que c'est cette partie-là de 220 km, l'alternative aurait été simplement de marcher à 3 km à l'heure si on n'avait pas pu emprunter le rail sur notre vélo. Donc c'est 220 km sur le rail. Voilà, sans rien. Sans rien, en plein bois, c'est-à-dire la forêt. Ça vous a pris combien de temps? 10 jours.
dont 2 jours pour laisser passer les trains, où on a dû planter la tente au bord d'un lac et puis attendre le passage de tous ces véhicules qui avaient bien sûr priorité sur nous. Il y a quelques tunnels, il y a des ponts aussi sans parapet. Et puis suivant le vent, en fonction du vent, on entend ou on n'entend pas. Et si le vent est contraire, effectivement, on n'entend pas le véhicule qui peut arriver. Alors là, il faut faire attention. On a été souvent même très inquiets, même par notre propre bruit. Notre propre bruit arrivait à nous inquiéter quelquefois et on n'était pas si rassurés que cela. Il faut bien préciser que cette voie de chemin de fer n'est pas désaffectée, c'est-à-dire qu'il y a toujours des trains. Alors on avait bien sûr essayé de mesurer tous les dangers. Malheureusement, je crois qu'on ne les avait pas tous mesurés. C'est-à-dire qu'il y a 2 trains officiellement par semaine, donc on avait prévu ces jours-là de sortir du rail, d'aller à la pêche, puisqu'il fallait bien se nourrir aussi. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y ait nombre d'autres véhicules. Ce sont d'une part des véhicules d'inspection, des véhicules d'entretien, des véhicules de transport du personnel, des cheminots, qui eux circulent n'importe quand. Alors là, on a eu une chance extraordinaire cet été, c'est que ces véhicules non programmés s'intercalent juste entre les 2 trains programmés pour lesquels on était sorti de la voie. C'est vrai qu'on était toujours rendu très inquiet par tous les bruits de moteur, et il y a plus de bruits de moteur qu'on avait pensé. Par exemple, il y a beaucoup d'hydravions qui circulent dans ces régions-là. Alors on les entend d'assez loin, ça fait du bruit un hydravion, quoi. Alors chaque fois qu'on entendait un bruit de moteur, on s'arrêtait. En reculant. Non, il n'a pas l'air de partir. Pourquoi est-ce qu'il avance vers nous? Alors, n'aie pas l'air de t'enfuir. Et toi, tu n'es pas trop crispé là? Si. Oui, on s'était un peu approprié l'espace, effectivement. Là, c'était des rappels à l'ordre. Et disons, Bernard croyait que mon estomac faisait du bruit. Moi, je croyais que c'était le sien. Puis, après s'être concerté, on s'est rendu compte que c'était ni le sien ni le mien et que c'était donc quelque chose d'étranger. Donc, on a vite ouvert la tente. Et Bernard s'est rendu compte qu'il y avait un ours qui était juste devant. Il avait été attiré par l'odeur du bacon qu'on avait fait frire. L'ours s'était montré relativement patient, je dois dire. Puisque donc, Françoise a vu l'ours, elle m'a fait signe, on s'est arrêté, on a sorti les appareils photo, le caméscope. Là, on lui a tiré le portrait comme on a pu. Ça s'est très bien passé. Mais au bout d'un moment, l'ours est fatigué, la séance de photo. J'avais un peu de mal à faire le point, donc j'ai mis un peu plus de temps que prévu. Il est parti vers l'arrière. Et Françoise, qui n'avait pas encore fait la photo qu'elle estimait devoir faire, s'est mis à courir après l'ours, tout juste. Enfin, je m'attendais à ce qu'il lui dise reviens, quoi, parce que j'ai pas pu faire la photo. Et donc l'ours s'est arrêté obligeamment et a attendu que Françoise prenne sa photo. Mais au bout d'un moment, il en a eu un peu marre. Il a commencé donc à avancer sur Françoise, qui ne se rendait compte de rien. D'ailleurs, c'est amusant. D'ailleurs, c'est même un peu étonnant l'impression de sécurité que peut donner un appareil photo. Je suis sûr que si Françoise n'avait pas été derrière son appareil photo, elle serait partie au triple galop. Est-ce qu'on peut décrire un peu cette région du Labrador que vous avez traversée? Oui, alors, il y a quelqu'un qui l'a décrite avant nous, de très célèbre. Non, c'est Jacques Cartier. Hein. Jacques Cartier, bien sûr, à l'époque, ça ne s'appelait pas le Labrador, ça s'appelait simplement, il appelait ça la côte nord du Saint-Laurent. Et selon lui, c'était une région infertile, qui n'était pas propre à la colonisation, où il n'aurait pas pu trouver une seule pelletée de bonnes terres agricoles. Et puis finalement, pour nous, ça a été presque une région d'abondance. Alors c'est une région un peu monotone, truffée de lacs, énormément de lacs. Donc qui dit lac dit moustique et dit un insecte piqueur que le petit Robert qualifie de très dangereux pour le bétail. Alors je vous laisse imaginer ce que c'est pour l'homme. C'est la simulie ou la mouche noire qui, dans notre précédent voyage, nous avait causé énormément de problèmes. C'est très très difficile à supporter. Pour résumer, on dit que la simulie peut tuer un chien en un quart d'heure en lui pompant le sang, et peut vider un homme sans protection de la moitié de son sang en 2 heures. Donc c'est pas de la rigolade, c'est vraiment l'animal le plus dangereux finalement du Labrador. Mais
Il n'y a pas que des mauvaises choses, donc c'est une terre qui n'a pas été colonisée. Donc il y a plein de bonnes choses. Il y a du gibier. Bon, on n'est pas chasseur, mais on est allé à la pêche. Enfin, Françoise est allée à la pêche. Elle a même pêché des truites de 5 kilos, ce qui est assez énorme. Enfin, de quoi nous en dégoûter d'ailleurs pour quelques jours. On a trouvé beaucoup de champignons et puis surtout des baies qui fait qu'on aurait pu presque se nourrir du pays. Moi, j'ajouterais que pour décrire le Labrador, on pourrait rappeler que le drapeau du Labrador, c'est bleu, vert, blanc. Et en fait, c'est bleu comme le ciel ou la mer, vert parce que c'est le vert des épinettes, puisqu'on ne trouve que cet arbre-là. Les épinettes, c'est la seule variété de pin qui survit à basse température. Et ensuite blanc parce que c'est la neige ou alors le lichen. Et effectivement, la forêt, c'est des épinettes bien droites, donc c'est très régulier. Il n'y a rien qui détruit l'harmonie du paysage, puisque ce sont que des épinettes bien droites qui montent vers le ciel. En bas, c'est le lichen blanc ou la rivière et les lacs, et en haut le ciel, si bien que en fonction du temps, l'espace se raccourcit ou s'allonge en hauteur. On a l'impression d'un paysage qui descend ou qui monte en fonction du temps, des nuages, du soleil, et c'est d'une régularité absolue, des épinettes, des épinettes, des épinettes, et cette harmonie crée quelque chose qui apaise, qui calme, et c'est très beau. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui vivent là-bas? Oui, à Schefferville, enfin moi je dirais que c'est un peu le lieu de résistance des Indiens montagnais qui entendent bien ne pas s'en aller de là-bas pour sauver la terre de leurs ancêtres et sauver un peu leur identité. Et vivent aussi donc les Naskapis qui ont été relogés là après un accord de la baie James. Les deux tribus ne s'entendent pas. Les montagnais traitent les Naskapis de vendeurs de terre, puisque les Naskapis ont conclu un accord avec le gouvernement fédéral pour abandonner leurs droits sur les terres de façon à ce qu'on puisse construire des barrages, alors que les montagnais s'accrochent à leurs droits ancestraux qui, à la différence d'autres pays d'Amérique du Nord, leur sont reconnus au Québec. Il faut quand même dire ça. La situation des Indiens en Amérique, au Canada et surtout au Québec, est très spéciale parce qu'on leur reconnaît des droits ancestraux, ce qu'on ne fait pas dans quasiment toutes les autres provinces canadiennes ni aux États-Unis. Donc les montagnais entendent bien obtenir un statut d'autonomie et rester maîtres de leurs terres. Et quand on arrive à Schefferville, on voit écrit sur une grande citerne « Schefferville reste toujours vivant ». Les Indiens sont de toute façon complètement, leur culture est la même que celle des Québécois à quelque chose près, c'est-à-dire qu'ils vivent de la même façon, ils habitent le même genre de maison. Leur culture est devenue une culture du XXe siècle. D'ailleurs, beaucoup de bandes de montagnais ne parlent absolument plus le montagnais. Le montagnais n'est encore donc parlé qu'à Schefferville, mais d'autres réserves montagnaises du Québec pratiquent uniquement le français. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça fait 2 fois qu'on déraille à l'arrière parce que c'est mon pneu qui tombe. Et puis là, j'ai rien compris. Ça y est. Et on est parti. Ouais, c'est le début de la pluie qui a fait glisser le rail. On a fait des pointes à 19,5 à l'heure.
Oui, ce qui est énorme, et ce qui est énorme, il faut le dire, parce que bon, notre système de guidage n'est pas encore totalement au point, c'est-à-dire qu'on a déraillé une douzaine de fois, et un déraillement à 19 km/h, pour nous, c'est une catastrophe. Pourquoi? C'est qu'on déchire les pneus sur les clous de fixation des rails. On a eu une crevaison où il y a 4 déchirures sur un pneu et la chambre à air. C'est démoralisant parce qu'on n'avait pas emporté suffisamment de rustine pour réparer tout ça. Donc 19 km/h, ça a été... on peut aller plus vite, mais ça devenait pour nous trop dangereux avec notre poids et les conditions dans lesquelles on était pour aller plus vite. Comme ça, on a le temps de profiter plus du paysage. Voilà, de toute façon, nous, depuis qu'on fait du vélo, finalement, on va de plus en plus doucement et on apprécie d'autant mieux les choses. Comment se déroulait la journée, Bernard? Le matin, il fallait plier la tente. Alors au début, 2 tentes, puisque pour nous protéger à la fois des ours et des moustiques, au début, on avait prévu 2 tentes. Une tente pour dormir et puis une tente pour manger, donc qui nous servait de protection contre les moustiques et où la nourriture restait, pour ne pas attirer l'ours dans la tente où on dormait. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas nécessaire, ces 2 tentes, qu'il suffisait d'allumer un feu avec beaucoup de fumée pour se protéger des moustiques et on n'avait pas besoin d'une 2e tente pour manger. Donc on s'est parfumé au feu de bois, tout l'été. Et puis bon, ensuite il fallait ou bien remettre le vélo sur le rail, ou bien lorsqu'on s'était arrêté dans d'anciennes gares, enfin le mot gare n'est peut-être pas approprié, il y a environ tous les 30 km de cette voie ferrée des voies d'évitement, d'anciennes stations en quelque sorte qui ne sont plus utilisées, mais donc ça nous permettait nous de nous garer en sécurité pour dormir. Et une fois que tout le matériel était remis sur le vélo, tout ça prend 1h30. Donc c'était reparti. Évidemment, on avait tout notre temps, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une petite chose qui nous intéressait, on s'arrêtait. Par exemple, on s'est beaucoup arrêté parce que Françoise tenait absolument à ramener des bois de caribou, ce qu'on appelle là-bas des panaches. Oui. D'ailleurs, quand on est rentré au Québec à la fin de l'été avec nos cornes de caribou, les gens systématiquement nous prenaient pour des chasseurs. Ils nous disaient, alors des chasseurs au caribou à vélo, ça on n'avait encore jamais vu. Non, bien sûr, nous on n'a pas tué. Curieusement, oui, ils croyaient qu'à l'intérieur de nos sacs, nous transportions la viande du caribou. Vous aviez apporté de la nourriture, ou alors on parlait tout à l'heure des baies, de la pêche, etc. Vous vous nourrissiez sur place? Mais ça, c'était un des 3 défis. Il y a un défi technique, il y a un défi nerveux, parce qu'il y a cette angoisse de rencontrer un train tout le temps quand même. Et puis, il y a le défi logistique, il fallait se nourrir quand même. Et c'est vrai que si on avait compté que sur les truites et les champignons, on s'en serait lassé. Donc oui, c'est ce qui faisait un peu une partie de la difficulté, c'est qu'on avait un gros poids en réserve alimentaire. Disons qu'on avait une réserve une base de pâtes ou de riz, de façon à s'assurer des glucides, et puis le reste, on avait les protéines des champignons et les protéines des truites, effectivement. Et les glucides des baies. Du sucre, oui. On a même fait de la confiture, tellement on trouvait... Enfin, je ne sais pas si on peut imaginer ramasser les myrtilles à pleine poignée. Alors ça c'est vraiment extraordinaire. Les fraises des bois, je sais pas moi, Et même pour le thé, on trouve le thé du Labrador. Ça a un petit goût d'anis, c'est délicieux. Alors finalement, avec ce vélo-rail, c'est un nouveau mode de randonnée que vous lancez un petit peu. Alors oui, Françoise et Bernard. C'est effectivement une façon tout à fait extraordinaire de visiter des endroits que celle de suivre un rail de chemin de fer. D'abord, ça n'est pas pénible puisque les pentes y sont extrêmement réduites. Enfin, il y a quelque chose de magique et d'indicible. Donc, je ne vais pas pouvoir le dire, mais il y a vraiment un plaisir tout particulier à pédaler sur une voie ferrée qu'on ne peut comparer certainement à rien du tout. On est dans des endroits où il y a peu de population, la nature est à nous, c'est assez formidable, oui. Voilà, puis il y a un petit côté mystérieux, c'est-à-dire que comme on suit en général, parce que ce qu'on a fait cet été sur une voie non désaffectée, c'est quand même pas à conseiller. Donc sur une voie désaffectée, en plus on passe auprès de gares qui sont en ruine ou qui ont été transformées. Il y a tout un petit... Ça donne un côté western. Peut-être, oui. On a l'impression, voilà, c'est ça, on passe des villages fantômes. Oui, c'est très bizarre. On a un peu l'impression d'explorer le passé. Oui, on a l'impression de faire un voyage dans le temps. Voilà. Ce qui est indicible, c'est cette espèce de voyage dans le temps, parce que on est un peu ramené presque un siècle en arrière, à l'époque de la construction des chemins de fer, parce que tout est resté en l'état finalement, mais n'est plus utilisé maintenant. Puis c'est vrai aussi que les endroits où sont construites les voies ferrées, c'est rarement bien encaissé.
Donc on a quand même une certaine vue, un paysage qui s'offre à nous, c'est assez joli. Voilà, par exemple, pour préparer le Labrador, on était allé essayer notre vélorail dans le Cantal, une voie déjà à sa construction réputée très, très difficile entre Neussargues et Bord-les-Orgues. On a passé 3 tunnels, dont un tunnel de plus d'1,5 km, ça c'est très très impressionnant, hein. Le noir total c'est 1 Surtout kilomètre. quand notre lampe tombe en panne, oui. Oui, avec des viaducs. Passer un viaduc à vélorail, c'est une chose extraordinaire. Alors en France, ça va Quoi bien qu'en parce France, que, il y avait des parapets. voilà, il y a Au des Canada, il n'y en parapets avait pas. et il y a le ballast. Au Canada, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a rien entre les traverses. Donc on voit la rivière dessous, c'est très impressionnant, il ne faut pas avoir le vertige. Et donc ce parcours dans le Cantal, moi j'ai dit c'est quelque chose de tout à fait magique, hein. Donc ça se pratique aussi en France, Bien finalement, sûr, pour bien sûr. nos auditeurs qui voudraient faire du vélo-rail. Il n'est pas forcément besoin d'aller jusqu'au Labrador, Ah, non, on non. peut le faire en France. Non, Et puis il pour y a- les personnes qui ont peur des côtes, pour les trains, c'est très doux. On n'a pas besoin de forcer, c'est très bien. Encore. Dziś młody, się nie ujaka. Dziś młody, się dodzian. Dziś tały, usędy macha. Dełyszkę, kabiniuja. A mógł tały.